Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission consacrée au Covid-19. De façon épisodique, nous avons continuellement un virus qui s'invite dans l'actualité. Les virus du sida dans les années 80, le virus du SRAS dans les années 2000 et puis aujourd'hui le Covid-19 qui semble d'une agressivité particulière et d'une contagion facile. Mais c'est quoi ce virus? Quel est son mode de transmission? Est-ce que, par exemple, les personnes vivant avec les VIH doivent particulièrement s'inquiéter? Les enfants sont-ils exposés? Quelques questions que le docteur Faustin Kitetele, expert en VIH pédiatrique, va nous apporter des réponses tout au long de cette émission. Mais d'abord, ce reportage. En ce moment, les patients... Malgré la déclaration de l'épidémie de coronavirus, à Kinshasa, la vie poursuit son cours normal. Les rues et les transports en commun sont bondés comme d'habitude. Marchés et boutiques fonctionnent sans restriction. À l'exception des écoles, universités, églises, restaurants, bistrots et discothèques qui ont gardé les portes closes, conformément aux décisions annoncées par le président de la République en vue de réduire le risque de propagation de la maladie. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'examiner les voies et moyens pour élargir la capacité d'accueil et la prise en charge des personnes atteintes. J'ai instruit le gouvernement à examiner sans délai les voies et moyens de l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos hôpitaux avec des pavillons spécialement dédiés aux personnes atteintes du Covid-19. Face à ces mesures de restriction, la population balance encore entre incrédulité et engagement. Nous pouvons considérer ces mesures, c'est très important. Tout le monde doit prendre ça en compte. Mais aussi les gens qui travaillent, par exemple, dans nos frontières, ceux qui sont en mesure de faire entrer les histoires, les produits ici en RDC, dans nos frontières, doivent aussi respecter. Pourquoi nous disons ça? Parce que les gens qui travaillent dans nos frontières font une certaine magouille. Donc ils acceptent, mais par fraude, ils introduisent les gens entrer dans nos frontières secrètement. C'est ce que nous déplorons. On a privé que les gens puissent se rassembler encore au maximum 20 ou au-delà de 20. Mais je viens de constater que dans les marchés, il y a l'accomblement. Vous allez voir même dans les magasins, en cours de route. C'est l'une des choses qui peuvent aussi causer encore des problèmes ou des situations catastrophiques à ce qui concerne les virus de corona. Au gouvernement et à ses partenaires de mettre les roues en marche pour une riposte vigoureuse. À la population d'observer les mesures d'hygiène. Se laver régulièrement les mains au savon, éternuer dans son coude, se rendre rapidement à l'hôpital lorsqu'on présente des symptômes d'un rhume ou d'une grippe. Docteur Faustin Kitetele, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes médecin, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital pédiatrique des Kalembelembe et vous êtes également expert en VIH pédiatrique. Aujourd'hui, nous allons parler justement du Covid-19 qui est aussi une maladie infectieuse. Docteur, il y a quelques décennies, 4 décennies, si ma mémoire est bonne, il y a un virus qui a ravagé et qui continue d'ailleurs à ravager dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. Je parle du VIH-Sida. Aujourd'hui, on parle du Covid-19. Est-ce que la peur doit être grande? Est-ce qu'on doit s'inquiéter face à cette situation que l'on vit actuellement? Oui, il y a de quoi s'inquiéter. C'est une nouvelle maladie, un nouveau virus qui est apparu. On ne connaît pas encore tous les contours de ce virus. Si vous suivez tout ce qui se passe à travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui s'infectent et il y a également beaucoup de décès. Donc nous sommes inquiets et il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet, des cas de décès, mais jusque-là, on ne parle pas des enfants. En République démocratique du Congo, précisément, les enfants sont épargnés, je dirais bien, jusque-là. Est-ce qu'on doit savoir pourquoi? Quelle est cette particularité qui fait à ce que les enfants ne soient pas jusque-là touchés? Non, on ne peut pas dire que les enfants sont épargnés. Si vous suivez les informations, peut-être en RDC, on n'a pas encore enregistré des cas chez les enfants. Mais en Chine, où la maladie a commencé, là où on a découvert le virus,
ou en Italie, où il y a beaucoup de cas de Covid-19, ou encore aux États-Unis, qui bat les records en nombre actuellement, vous allez constater que les enfants, bien sûr, les enfants ne font pas la forme grave de la maladie, mais les enfants, même si le nombre n'est pas assez important, ouais. Les enfants sont concernés également. Sauf qu'il faut noter, peut-être on ne le dit pas trop, les enfants sont concernés, mais ils ne développent pas la forme grave de la maladie. Mais ils peuvent transmettre. Donc on doit faire très attention. Les enfants peuvent transmettre aux autres enfants et également aux adultes. Alors si les enfants sont également contagieux. Si un enfant est contaminé, cela veut dire qu'il a été contaminé par un adulte? Bien sûr que oui, il y a une source. Pas seulement, l'origine peut être, la personne source peut être un adulte, mais peut également être un autre enfant. Docteur, j'aimerais justement parler de la particularité de ce virus. Je vous ai présenté en tant que chef de service de maladies infectieuses à la pédiatrie de Kalembe-Lembe. Vous êtes également chercheur, ça je dois le dire, vous êtes dans la recherche aussi, et vous êtes expert en VIH pédiatrique, donc vous connaissez les virus. Mais est-ce qu'on peut parler, vous pouvez essayer de nous parler de la particularité de ces virus du Covid-19? Bon, il y a plusieurs façons de présenter les virus, mais moi je prends un aspect particulier. Nous avons les virus qu'on appelle les virus nus et les virus avec enveloppe. Les virus nus n'ont pas d'enveloppe. Et là, je prendrai l'exemple de rotavirus. Si vous suivez bien les actualités, vous êtes journaliste, vous présentez une émission de la santé. Au moins, vers la saison sèche, on a souvent les épisodes d'une épidémie de diarrhée chez les enfants. C'est dû au rotavirus. Qu'on a même eu à inclure dans le calendrier vaccinal. Exactement, qui est un virus qu'on appelle le virus nu. À côté, nous avons des virus avec enveloppe. Même la poliomyélite, je reviens en arrière, est aussi un virus nu. Ce sont des virus très dangereux, plus résistants. Et de l'autre côté, nous avons les virus avec enveloppe. Les virus avec enveloppe, puisque vous avez parlé du VIH, je prendrai carrément l'exemple du VIH, c'est un virus avec enveloppe. Le Covid-D est aussi un virus avec enveloppe. La particularité, c'est quoi? Les virus avec enveloppe, généralement, sont des virus fragiles. Il suffit de dégrader l'enveloppe du virus et le virus n'est plus infectieux. Donc, il perd son pouvoir infectieux. Donc, lorsqu'on dégrade l'enveloppe, l'enveloppe qui est une enveloppe lipidique ou faite de graisse, si vous voulez, les virus perdent son pouvoir infectieux. Ces virus-là ne se retrouvent pas généralement dans les selles, puisque lorsqu'on inhale un virus avec enveloppe, ce virus est détruit au niveau de l'estomac par l'acidité gastrique. Même les enzymes digestives détruisent ces virus et on ne les retrouve pas au niveau des selles. C'est ainsi que, si je reviens, je compare avec le virus sans enveloppe, le virus de la poliomyélite ou les rotavirus, on peut facilement s'infecter avec le sel. Donc la transmission est aussi féco-orale. En principe, le virus avec enveloppe, la transmission n'est pas féco-orale. Mais la particularité, maintenant, c'est les Covid-19 est une particularité. Exactement. On ne connaît pas encore tous les contours, c'est une maladie émergente. Donc on est encore en train d'étudier cette maladie. Les Covid-19 se retrouvent également, dans certains cas peuvent se retrouver dans les selles, peut traverser, le virus peut traverser les tubes digestifs et se retrouver dans les selles, puisqu'il y a des études qui ont été faites. Les publications faites en Inde, on a trouvé les virus dans les selles. Donc on pense que la transmission pourrait également, je dis bien pourrait, je ne confirme pas, être féco-orale. Donc on doit également faire très attention. Donc c'est vraiment une particularité ces virus. Vous ne confirmez pas puisque les recherches continuent. Les recherches sont toujours en cours. Justement, pendant que l'on prend en charge des cas de coronavirus, on fait également de la recherche pour savoir quelle est la particularité exactement de ce virus. Mais docteur, j'aimerais directement aller au mode de transmission parce que vous parliez des selles qui pourrait aussi être un mode de transmission. Mais quels sont les autres modes de transmission que l'on pourrait épingler et pour lesquels on doit vraiment être prudent?
Les modes de transmission sont connus. Ça se passe de manière directe, interhumain si vous voulez. Lorsqu'une personne tousse ou éternue, la personne expulse des gouttelettes contenant des virus. Puisque dans la salive, dans les crachats, on retrouve des milliers de particules virales. En ce moment-là, lorsque vous inhalez, vous êtes infecté. Là, c'est de manière directe. De manière directe également, lorsqu'une personne qui est infectée par le Covid-19 tousse et il porte sa main au niveau de la bouche pour protéger sa toux, en ce moment-là, en saluant les autres, il peut également leur laisser les virus et à travers leurs mains en touchant les visages, donc les yeux, les nez et la bouche, la personne peut également être infectée. Là, c'est de manière directe ou si vous voulez, d'humain à humain. Et c'est justement à ce niveau-là qu'on craint plus pour les enfants. Oui, pour les enfants, on craint que ça se passe de cette manière-là, mais également à travers les objets, les surfaces. Que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant, c'est la même chose. Lorsqu'une personne qui est infectée tousse et que les particules se déposent sur une surface et que vous allez toucher la surface et à travers votre main, vous touchez les yeux, les nez et la bouche, vous serez également infecté. Ça, ce sont les grands modes de transmission de Covid-19. Est-ce que par la voie sexuelle, par les rapports sexuels, nous sommes également exposés au Covid-19? Bon, jusque-là, on n'a pas encore mené des recherches pour dire que le Covid-19 se retrouverait également au niveau de sperme. Ce que l'on sait, les récepteurs de Covid-19 se retrouvent au niveau des poumons, principalement au niveau alvéolaire, c'est là où il y a échange entre l'air inhalé, dont l'oxygène, et le sang. On a des récepteurs à ce niveau-là. On a également des récepteurs au niveau des intestins. On a des récepteurs au niveau des reins également, ce qui expliquerait des cas d'insuffisance rénale rencontrés lors de Covid-19 et les cas de diarrhée rencontrés dont on a parlé tout à l'heure et les détresses respiratoires. Mais au niveau des spermes, on n'a pas encore isolé les Covid-19. Comme je disais tout à l'heure, c'est une maladie émergente, c'est une nouvelle maladie. On ne connaît pas encore tous les contours de cette maladie. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Les gens peuvent se tranquilliser jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, aucune recherche, il n'y a pas de données qui ont pu démontrer que c'est une maladie sexuellement transmissible. Vous êtes dans la recherche et également dans la lutte contre le VIH-Sida, docteur. On dit que les personnes vivant avec VIH-Sida sont sur la liste des personnes vulnérables. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner justement ces gens-là? D'une manière générale, une personne infectée par le VIH présente un déficit immunitaire, ça c'est connu. Devant une autre maladie qui pourrait entraîner un déficit immunitaire, la personne serait vulnérable. La personne serait vraiment exposée. Mais il faut aussi dire, une personne qui prend correctement son traitement antirétroviral a une immunité comparable à une personne qui n'est pas infectée, dont la personne peut résister à certaines maladies. En ce qui concerne les Covid-19, les études qui ont été menées, si vous entrez dans les sites du centre de contrôle des maladies de la Chine, vous allez voir les comparaisons qu'ils ont pu faire. Les personnes les plus exposées, les plus vulnérables avec les Covid-19 sont les personnes présentant des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies pulmonaires chroniques et certaines autres maladies. Mais le VIH ne figure pas sur cette liste-là. Mais lorsqu'on fait la comparaison avec les personnes qui ont été hospitalisées, qui ont été même en réanimation, qui ont souffert de Covid-19, on remarque que la différence n'était pas assez significative entre les personnes infectées par le VIH et les personnes non infectées par le VIH. On se poserait des questions. Pourquoi? Là, je répondrai directement. Le Covid-19 est une maladie émergente, on ne connaît pas encore tous les contours. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, on analyse les traitements administrés chez ces patients, on pourrait peut-être supposer que avec les molécules antirétrovirales que ces personnes prennent,
peut-être, je ne confirme pas, que ces molécules pourraient jouer un rôle. Puisque dans les traitements des Covid-19, on parle beaucoup plus de la chloroquine, mais on ne donne pas la chloroquine seule. La chloroquine est associée à d'autres molécules. Parmi les molécules associées, dans les différentes combinaisons qu'on voit, qu'on donne partout en France, en Italie et en Chine, on trouve les antirétroviraux. Les molécules qu'on donne aux personnes infectées par le VIH. Principalement, on a un inhibiteur de fusion qu'on donne. Et beaucoup plus, on donne la combinaison lopinavir, ritonavir associé à la chloroquine et l'azithromycine. Est-ce que, en donnant ces combinaisons-là, cela n'atténue pas l'impact de Covid-19 chez les personnes infectées par le VIH? Mais docteur, cette combinaison-là des antirétroviraux dont vous évoquez, en Chine, n'a pas donné beaucoup d'effets positifs. Est-ce que vous affirmez cela? Est-ce que c'est aussi quelque chose, une thérapie qui pourrait être utilisée dans la prise en charge ici chez nous? Non, je ne pense que pas. C'est dangereux de dire qu'en Chine, les antirétroviraux n'ont pas donné l'effet escompté. Si vous entrez dans les sites, dans différents sites, surtout dans les sites des CDC de la Chine, vous allez voir différentes études. Et on dit clairement que l'association lopinavir, ritonavir plus chloroquine a donné le meilleur effet. Là, c'est bien clair, dans différentes études. D'autres études n'ont pas constaté une différence statistiquement significative, mais dans beaucoup d'études, ils ont constaté que le meilleur effet avait été obtenu lorsqu'on avait associé les lopinavir, ritonavir plus la chloroquine. La chloroquine. Les personnes vivant avec le VIH pourraient être plus vulnérables lorsqu'ils sont en rupture de stock. Aujourd'hui, on parle de confinement à gauche. Bientôt, ça pourrait peut-être s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Est-ce que des mesures sont justement prises pour pouvoir éviter des cas des ruptures de stock? Les personnes infectées par le VIH, lorsqu'il y a rupture, lorsqu'ils n'ont pas de médicaments, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Les virus reprennent sa réplication ou sa multiplication, si vous voulez, en détruisant les cellules de défense de l'organisme. Là, ils deviennent vulnérables. Et en ces moments-là, lorsqu'ils sont infectés par le Covid-19, l'issue sera fatale. Dans nos structures, là où on soigne les personnes infectées par le VIH, les médicaments sont là. L'autorité sanitaire a tout fait. Les structures sont ravitaillées. Les personnes infectées par le VIH prennent régulièrement leur traitement. Peut-être je peux même demander, ceux qui tendent vers la rupture n'ont qu'à aller dans leurs structures respectives pour être ravitaillés. Il ne faut pas qu'ils soient en rupture en stock. Je reviens sur la thérapie mise en place. Vous avez parlé des antirétroviraux associés à la chloroquine qui a eu des effets, selon vous, des très bons résultats en Chine. Peut-être dans d'autres pays aussi, qui pourraient peut-être être utilisés ici chez nous également. Mais on parle de la chloroquine. Docteur, vous êtes chercheur, vous êtes également clinicien. Est-ce que vous pensez que ce médicament utilisé ici chez nous pourrait également donner des résultats positifs, d'autant plus que ça a été rayé de la liste des médicaments ici chez nous en RDC? Oui, c'est un médicament qui a été... on avait proscrit le médicament parce qu'il y avait une raison. L'utilisation abusive. N'importe qui pouvait s'acheter de la chloroquine et prendre. Et les doses n'étaient pas respectées. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation ou dans une zone chloroquino-résistante. Il y avait la résistance à la chloroquine. Et on administrait la chloroquine quand ou chez qui? Chez les personnes qui avaient la malaria, qui souffraient de la malaria, si vous voulez. Donc, ça ne répondait plus à la malaria. Il fallait carrément rayer, entre guillemets, comme vous avez dit, mais il faut aussi dire que la chloroquine n'était pas indiquée seulement contre la malaria. La chloroquine est indiquée jusqu'à ces jours chez les gens qui souffrent de rhumatisme. Peut-être les gens ne le savent pas. Et c'est très efficace. Aujourd'hui, dans les Covid n'est pas la malaria, parce que la chloroquine, un antipaludéen, mais
a également des effets antiviraux. C'est cet effet-là qu'on est en train d'exploiter lorsqu'on utilise la chloroquine dans les Covid-19. Ça n'a rien à voir avec la malaria. Des mesures ont été rendues publiques pour justement lutter contre le coronavirus en RDC. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes selon vous en tant que clinicien? On parle de confinement, on parle de se laver les mains, on parle de la distanciation. Toutes ces mesures prises, des mesures, des gestes barrières qu'il faudrait adopter, est-ce qu'elles sont suffisantes ou même satisfaisantes pour vous? Oui, les mesures sont satisfaisantes. C'est l'application maintenant. Est-ce que la population respecte tout ce qu'on dit? C'est ça la grande question. Est-ce que la population y croit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse s'impliquer? Quand vous parlez de cette mesure-là, la distanciation, je commence par là, ou c'est laver les mains. Je disais tout à l'heure que c'est un virus à enveloppe. Et son enveloppe, c'est une couche lipidique. Lorsque vous avez contracté le virus, ou dans vos mains vous avez le virus, vous avez contracté de différentes manières, vous avez dit bonjour à quelqu'un, vous avez tendu la main. Ah ben ça on évite ces derniers temps. On évite. Mais si cela arrivait où vous touchez peut-être une surface qui était infectée, qui était souillée par des gouttelettes infectées, en vous lavant les mains, mécaniquement vous vous débarrassez du virus. Et avec le fait du savon, vous détruisez également l'enveloppe du virus. Donc c'est déjà beaucoup. Mais docteur, sans vous interrompre, j'aimerais poser la question par rapport à la durée même du virus sur un espace, sur une surface. Oui, cette question encore, il y a encore beaucoup d'interrogations sur cette question. Il y a beaucoup d'interrogations. La durée du virus tel que ça a été étudié. Le virus survit pendant des heures ou des jours sur une surface. Et cela dépend du papier, un objet métallique ou du plastique. Mais il faut aussi savoir que ces études-là ont été menées dans des pays où, lorsqu'il faisait froid, est-ce que chez nous, avec notre température, ces heures-là sont toujours valables? Nous ne savons rien. C'est une maladie émergente, c'est un nouveau virus. Mais c'est un virus qui résiste à la chaleur. Qui résiste à la chaleur? Théoriquement, non. Théoriquement, c'est un virus qui ne résiste pas à la chaleur. Lorsque la température est élevée, théoriquement, d'après ce qu'on nous dit, la chaleur peut détruire les virus. C'est ce qui est dit, mais théoriquement, lorsqu'on essaie d'analyser, je disais tout à l'heure que son enveloppe, c'est une enveloppe lipidique. Donc, la chaleur peut dégrader l'enveloppe ou la membrane extérieure du virus. Cela est possible. Mais nous devons mener des études dans notre milieu, dans les milieux chauds, pour voir si le virus se comporte de la même manière dans les milieux froids et dans les milieux chauds. Donc on doit faire des comparaisons. Mais je ne pense pas. Pourquoi je ne crois pas à cela? Parce que le Covid-19, son vrai nom, c'est le SARS-CoV-2. Nous avons eu l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2002. Et nous avons eu également une autre épidémie, le MERS-CoV, en Orient en 2012. Ces épidémies-là ont eu lieu lors des saisons, lors de périodes froides. Ça commence toujours au mois de novembre, comme le SARS-CoV-2. Et ces épidémies-là ont disparu vers le mois de juillet. Donc, en dehors des saisons, de périodes froides et humides, lorsqu'il y a le soleil, ces virus-là avaient disparu. Même si le MERS persiste jusqu'à aujourd'hui cloisonné à un milieu donné. Mais on a vu que la bonne période, si vous voulez, la chaleur, avait carrément arrêté ces épidémies-là. Mais, je disais tout à l'heure, le SARS-CoV-2 ou le Covid-19 est un virus assez particulier. Est-ce qu'il va se comporter de la même manière que les SARS-CoV et le MERS-CoV? Nous ne savons pas encore. Et il y a beaucoup de chercheurs
en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Des études surgissent de partout, de Lubumbashi, de l'université de Kinshasa. Nous avons suivi sur un plateau de télévision un médecin qui affirme avoir utilisé les dérivés de l'azithromycine, mais aussi de la chloroquine pour soigner certains patients. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait accorder du crédit à sa recherche? Bon, quand on parle de la recherche, nous cherchons les évidences. S'il a un protocole donné, je n'ai pas dit que j'ai douté. Je n'ai pas suivi, je ne connais pas les chercheurs en question. Mais s'il a des évidences, il a un protocole, il peut le publier et ces résultats, on va voir les deux bras, c'est-à-dire les personnes qui étaient infectées, qui soient réellement infectées, puisqu'on a vu des histoires avec le VIH, les gens qui étaient guéris. On n'a jamais fait les tests de départ, on vous montre seulement les tests à la fin qui n'ont plus le VIH. Donc, si au départ, on a les résultats que ces personnes-là étaient réellement infectées du Covid-19, ils ont reçu les traitements et à la fin, ils sont guéris. En ce moment-là, il y a des évidences, on ne peut que croire. Mais les évidences, là, la recherche, il faut toujours suivre un protocole. Il faut toujours suivre les normes. Puisque chez nous, tout le monde est devenu chercheur. Non, on ne refuse pas que les gens deviennent des chercheurs, mais il faut suivre les normes. Exactement. C'est ça le problème. J'aimerais justement revenir à la prise en charge, mais aussi à la prévention. Certaines personnes estiment qu'il faudrait des campagnes des masses. Lorsqu'on parle de VIH-Sida, on appelle les gens dans les hôpitaux à faire un dépistage, qui est d'ailleurs gratuit, pour connaître son état sérologique et savoir se comporter. On est face au Covid-19, une maladie qui tue beaucoup et qui se propage vite. Docteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait organiser des campagnes, des dépistages de masse pour que la population sache s'ils sont contaminés ou pas? D'autant plus que certaines personnes sont contaminées, sont contagieuses, mais ne présentent pas des signes. Oui, vous avez raison. Là, je commencerai par la dernière partie de ce que vous venez de dire. On doit savoir que avec le Covid-19, 80% des personnes qui seront infectées ne vont pas présenter les signes de la maladie, mais peuvent transmettre la maladie. Seulement 20%, dont 15% en feront la forme sévère et 5% la forme très sévère. Quand vous parlez de dépistage en masse, c'est bien beau. C'est une nouvelle maladie. Est-ce que nous avons suffisamment d'intrants pour faire le dépistage en masse? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une maladie émergente, une nouvelle maladie. Donc, pour faire le dépistage, il ne faut